Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'était le 24 avril 1617, à l'entrée du palais du Louvre, on assassinait un maréchal de France, favori de la reine Marie de Médicis, Concino Concini. Franck Ferrand nous raconte ce grand épisode de l'histoire aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. On peut dire de l'assassinat de Concini qu'il marque d'une certaine manière le début du règne de Louis XIII. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Jean-Christian Petit-Fils, biographe de Louis XIII, ai-je besoin de le préciser, et Michel Carmona qui connaît tellement bien cette époque. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Nous sommes le vendredi 14 mai 1610, une date que connaissent les amateurs d'émotions fortes. Par un temps absolument radieux, le roi Henri IV quitte le Louvre. Il est à bord d'un gros carrosse, un des premiers carrosses qui ait existé en ce temps. Et il a l'intention de se rendre dans le quartier de l'Arsenal. Il a 56 ans, Henri IV, à l'époque. Il faut imaginer les rues de Paris pleines d'une atmosphère de fête. En effet, l'épouse du roi, Marie de Médicis, vient d'être sacrée reine de France à Saint-Denis. Nous en parlions avec Michel Carmona in situ il y a quelques semaines. Henri IV a d'ailleurs demandé à ce qu'on relève les tentures de son carrosse pour qu'il puisse observer à loisir tous les décors, toutes les préparations qui ont été faites pour orner la ville. Le véhicule avance, accompagné d'une escorte assez légère, il faut bien le dire, et voilà qu'on est rue de la Ferronnerie, cette espèce de grand axe horizontal qui traverse à l'époque Paris d'ouest en est. Rue de la Ferronnerie, un obstacle qui arrête la voiture. Un homme ravaillac se jette sur le carrosse et il est monté, vous savez, sur l'essieu arrière du carrosse, et il va asséner plusieurs coups de poignard dans la poitrine du souverain. Un règne de 21 ans ou presque 21 ans s'achève donc dans le sang. On peut imaginer le choc dans tout le royaume, et d'autant plus que le tout nouveau roi, Louis XIII, n'est encore qu'un enfant, il a un peu plus de 8 ans. Ça signifie qu'une régence va commencer. Elle doit être assurée par la mère du petit souverain, Marie de Médicis, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas jusque-là brillé pour le sens politique dont elle fait preuve. Alors régence, c'est synonyme de fragilité du pouvoir dans l'ancienne France, et les défis sont très grands à l'époque. La plaie des guerres de religion est encore mal refermée, les princes, les grands sont avides de pouvoir, ils veulent récupérer un certain nombre de parcelles de ce pouvoir qui leur avait été ôté, les tensions européennes ont de quoi inquiéter, et rappelez-vous qu'à la veille même de son assassinat, Henri IV avait massé sur la frontière de Flandre quelques 230 000 hommes, qui du coup mettent armes aux pieds. On comprend que la tâche de Marie de Médicis ne soit pas très facile. Elle va se mettre au travail, elle se montre assidue à ses nouvelles fonctions. Cependant, il y a un problème, un gros problème. La reine-mère est une femme sous influence. Elle a autour d'elle toute une pléiade de personnes plus ou moins recommandables, un entourage qui entend bien profiter de sa véritable prise de pouvoir, et parmi ces gens-là, une intrigante très fameuse, Léonora Dory, qu'on appelle la Galigaï. Cette femme ambitieuse, insinuante, qui pratique, dit-on, magie et rituels. Cette femme est la sœur de lait de Marie, elle l'a accompagnée depuis toujours. Elle était là, bien entendu, au moment de son arrivée en France. Elle est devenue sa dame d'atour. Elle a été la confidente de ses impressions et surtout de ses déceptions, car ni son mariage avec Henri IV, ni sa vie à la cour de France n'ont, disons-le, comblé Marie, dont le tempérament, au demeurant, était pour le moins ambitieux. C'est une grande nature, Marie de Médicis. La Galigaï est indispensable à la reine, qui d'ailleurs l'écoute dans tous les conseils qu'elle peut lui prodiguer, de quoi faire le lit de l'irrésistible ascension du mari de Léonora,
le fameux Concino Concini. Le voilà, vous voyez, il finit par entrer en scène. Les gratifications ont depuis longtemps plu sur le couple, argent, place, titre. Au fil de la régence, alors là, il n'y a plus de limite. L'arrogant Concini devient le favori, l'homme clé du pouvoir. Il va même être fait en 1613 maréchal de France. Vous imaginez ça ? Quand vous le connaîtrez mieux tout à l'heure, quand nous en parlerons avec Jean-Christian Petit-Fils, vous verrez toute l'incongruité qu'il y a à nommer un tel homme dans une telle dignité. Il participe au conseil, le couple Concini-Galigai se comporte en véritable parvenu, et tout ça attise bien sûr les jalousies, les haines, notamment celles des princes. Ceux-ci se montrent de plus en plus remuants, un certain nombre de conflits ouverts vont fragiliser la régence, et pendant ce temps, me direz-vous, et le roi? Que fait, que pense ce petit Louis XIII qui grandit? Au physique, c'était un petit garçon assez agréable, raconte Jean-Christian Petit-Fils, bien fait de sa personne, mais de complexion fragile. Un portrait de Franz Pourbus, le jeune, datant de 1611, le présente avec la tête de Médicis un peu joufflue, les cheveux courts, frisés et abondants, le menton légèrement prognate. L'artiste a atténué la grosseur de la tête et la lourdeur du visage qui, sans être laid, était plutôt ingrat. Louis XIII est un jeune garçon d'une complexion un peu difficile, il faut bien le dire. Il est maladif, il est gêné par une sorte de bégaiement, toujours un peu gêné aux entournures. C'est un garçon secret et même taciturne qui peut se montrer certes plein de vigueur dans les jeux auxquels il s'adonne avec passion, mais qui d'une façon générale n'est pas sans poser des problèmes. Jean-Christian Petit-Fils poursuit, il aimait par-dessus tout le grand air et les exercices physiques comme le jeu de paume. Quant au plaisir cinégétique, simulacre de guerre, il l'accaparait de plus en plus, chasse au tir ou au vol, chasse à court, une vraie frénésie. Il portait à manger à ses chiens, fouillait lui-même les terriers, plaçait les collets, donnait le coup de grâce aux cerfs qu'il avait forcés. Ainsi, on laisse, vous l'aurez compris, le petit roi jouer, sans se préoccuper beaucoup de le rapprocher du pouvoir. Il faut vous dire que Marie de Médicis, comme Concini, n'ont pas une grande considération pour Louis XIII, qu'ils ont très volontiers tendance à tenir à l'écart, y compris, et c'est là que ça commence à poser un problème politique majeur, y compris après sa majorité. Vous savez que la majorité des rois de France est à 13 ans seulement. Donc la majorité de Louis XIII, c'est 1614. Michel Carmona cite un ambassadeur qui s'étonne. On s'emploie avec beaucoup de zèle à le tenir le moins possible occupé aux choses du gouvernement, bien qu'on fasse en apparence le contraire. Et il précise, on lui permet d'aller autant qu'il veut à la chasse. Tous ceux qui l'assistent dépendent absolument de sa mère, qui les choisit de capacités médiocres. Pour qu'il ne suscite point chez le roi de pensées trop vives, il faut qu'il reste vis-à-vis d'elle dans l'obéissance. Seulement Louis XIII, sous ses airs un peu faible et enfantin, n'est pas le simplet que certains auraient tendance à imaginer. Il observe, il comprend, il s'indigne. En son fort intérieur, les affronts constamment subis par sa majesté royale le scandalisent. Il faut vous dire que Concini se croit vraiment tout permis. Il lui arrive de ne pas se découvrir devant le roi, d'affirmer en public que Louis XIII devrait être corrigé par le fouet, ou même de s'asseoir dans un siège, a priori réservé aux souverains. Louis XIII subit, en silence. Il ravale autant sa haine que sa salive. Il ravale, pour le moment du moins. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors si vous venez de nous rejoindre cet après-midi sur Europe 1, sachez que nous sommes dans les années 1610, au début du règne de Louis XIII. Le roi est trop jeune pour régner, c'est donc sa mère, Marie de Médicis, qui est devenue régente. Or, elle est sous influence de son favori, Concini, qu'on a vu ne pas bien se comporter, même avec le roi. Alors, Louis XIII est écarté du pouvoir, bien que majeur. Il supporte de plus en plus mal ses abus. Il va peut-être se rebeller avant de savoir la suite. Il y a quand même une question que je me pose. Ce jeune roi, orphelin de père et apparemment mal aimé par sa mère, il est seul face aux épreuves ? Non, on ne peut pas dire qu'il soit tout à fait seul. D'abord, on l'a marié en 1615 à une jolie infante d'Espagne, Anne d'Autriche. On ne peut pas dire que le couple est une relation très, très chaleureuse, néanmoins. Il est assez distant, Louis XIII, vous savez, en tout cas avec les dames. En revanche, il s'est beaucoup rapproché d'un homme d'une bonne trentaine d'années, Charles d'Albert de Luynes, qu'il a croisé dans son entourage dès 1611. Ils ont notamment une passion pour la chasse au vol, vous savez, pour les faucons, les éperviers, tous les animaux, tous les
les oiseaux de proie. Luynes est un méridional d'une assez petite noblesse, mais à l'époque, qui sait gagner l'amitié du roi. Il faut vous dire qu'il est très agréable, qu'il est très bel homme. Et quand je parle d'amitié, ça va sans doute un peu plus loin du côté de Louis XIII. La reine-mère, d'ailleurs, commence à s'inquiéter de l'influence de Luynes sur son fils. Cependant, ni la reine elle-même, ni Concini ne mesurent encore à quel point le jeune roi est en train de leur échapper. C'est d'autant plus vrai qu'en novembre 1616, Concini va commettre l'affront de trop. Vous savez, la goutte qui fait déborder le vase, si j'ose ainsi m'exprimer. Louis XIII a 15 ans à cette époque, et alors qu'il se trouve dans la grande galerie du Louvre, près d'une fenêtre, Concini entre là avec toute une foule de courtisans. C'est-à-dire que la cour, elle est autour du favori, elle n'est pas autour du jeune roi. Et au lieu de saluer Louis XIII, Concini fait exprès de faire comme s'il ne l'avait pas vu. Oula. Et là, cette fois, la coupe est pleine, si je puis dire. Il n'est pas besoin d'être fin psychologue pour comprendre que c'est à ce moment qu'il résolut de se débarrasser du parvenu florentin, nous dit Jean-Christian Petit-Fils. Cette décision, soyons-en persuadés, ne vint que de lui et de lui seul. Non, il ne serait plus un figurant, un roi fainéant. Louis XIII a autour de lui un petit groupe d'hommes de confiance qui prend l'habitude de se réunir à la nuit tombée le plus discrètement possible. Et parmi les confidents, bien sûr, il y a Luynes, vous l'imaginez, mais il y a aussi un certain Claude Guichard d'Agent, un homme solide, intelligent, très bien placé à la cour, et tout ce monde-là déteste Concini. Pour l'instant, pas question de mettre le favori à mort, simplement on aimerait l'écarter. Une chose est sûre, il paraît vite clair qu'il n'y a rien à gagner à essayer de raisonner le favori sur ses agissements. L'idée vient alors d'approcher Marie de Médicis. On procède d'abord par lettre anonyme, via un intermédiaire, l'évêque de Carcassonne. Le prélat, sans dire qui l'envoie, parle à la reine-mère de la possibilité de rapprocher le roi du pouvoir, d'éloigner le couple Concini, et on ne peut pas dire que Marie soit insensible à ce discours. La prolongation de la régence aux dépens du roi favorise, il est vrai, des troubles de plus en plus inquiétants, notamment parmi les princes, mais aussi plus loin et plus profondément dans l'opinion. Quand la reine confie ses doutes à la Galigaille, celle-ci semble plutôt ouverte. On préparerait une sortie honorable. Michel Carmona le raconte. Ça fait déjà quelque temps que Léonora commence à trouver qu'il ne faut pas trop braver le destin, dit-il. Elle voudrait se retirer en Italie pour y jouir tranquillement de la coquette fortune que le couple Concini a pu amasser. Mais son mari ne l'entend pas de cette oreille. Il y a en lui une ambition brûlante, insatiable, qui le pousse à désirer toujours plus. Concini paraît donc l'obstacle infranchissable à un retrait poli du couple. Louis XIII comprend dès lors qu'il n'a pas vraiment le choix et qu'il va devoir prendre fermement son destin en main. Alors, quelle stratégie adopter dès lors ? Ses conseillers sont un peu divisés sur la politique à mener. C'est l'option de l'arrestation par surprise qui finalement s'impose, ce qui signifie prendre quand même le risque que Concini ne se laisse pas faire, donc éventuellement de devoir le tuer. Ce à quoi Louis XIII a du mal à se résoudre, au moins au début. Quoi qu'il en soit, il faut bien un volontaire pour la mise en œuvre du complot. C'est André Castelot qui raconte cette fois. Le baron de Vitry, capitaine des gardes du corps, accepte d'opérer avec l'aide de son frère, de son beau-frère et d'un ami. Il pose cependant une condition, recevoir l'ordre de la bouche du roi et en présence de ses associés. « Sire, demande-t-il, si le maréchal c'est Concini qui a été fait maréchal d'Ancre, si le maréchal se défend, que veut sa majesté que je fasse ?» Et à ce moment-là, Guichard répond, à la place du souverain bien entendu, « Le roi entend qu'on le tue. » Et Louis XIII, me direz-vous, lui, s'est contenté de baisser les yeux. Vitry s'incline. « Sire, j'exécuterai vos commandements. » Le coup de force est prévu, il est prévu pour le 23 avril 1617. Tout se met donc en place pour une arrestation dont on imagine bien qu'elle ne sera pas sans rebondissement. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Nous sommes au cœur de l'histoire de Concino Concini, ce maréchal sous, bien sûr, Marie de Médicis et sous le roi Louis XIII. Alors, il y a une arrestation qui a été prévue le 23 avril 1617, oui. Celle de Concini. Alors, que va-t-il se passer? Est-ce qu'elle va se dérouler dans le calme, cette arrestation? Elle est prête, en tout cas. Est-ce que vous voulez connaître le plan des conjurés, si je comprends bien? Vous savez, c'est pas bien sorcier. Quand le favori sera au Louvre, il est prévu qu'on lui porte un message l'invitant à se rendre auprès du roi, dans son cabinet des armes, et c'est là qu'on l'arrêtera. Et puis, évidemment, dans la foulée, on ira arrêter sa femme, on emprisonnera la Galigaï, et on exilera la reine-mère. Ça va très loin, le plan, c'est ce qu'il faut bien souligner. Seulement, rien ne se passe comme prévu, c'est souvent comme ça. Concini arrive au Louvre à un moment où personne ne l'attendait, le messager chargé de l'intercepter ne le trouve pas. Oh là là. Ah oui, c'est pas brillant. On imagine le désarroi de Louis XIII et des conjurés, mais alors bon, mais quoi, mais que faire? Michel Carmona. Vitry suggère alors de remettre l'arrestation au lendemain, mais sur la base d'un plan plus simple. Se saisir de Concini dès son arrivée au Louvre en l'arrêtant sur le pont-levis réservé aux piétons entre la porte extérieure et le guichet intérieur de l'entrée principale du palais, face à Saint-Germain-l'Auxerrois. Louis XIII donne son accord. Bon. La décision est prise, le roi laisse donc s'écouler tranquillement la fin de son dimanche, il suit ses habitudes, il effectue ses entretiens habituels avec sa mère, avec sa femme, Anne d'Autriche. Ce roi sait dissimuler décidément cette famille, puisque vous savez que son fils Louis XIV et son arrière-petit-fils Louis XV seront eux aussi des champions de la dissimulation. Le lendemain matin, donc le 24 avril, alors cette fois oui, 400 ans jour pour jour, on guette l'apparition de Concini à proximité du Louvre. Il faut vous dire que son hôtel particulier se tient là juste à côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, tout près de l'entrée du Louvre. Louis XIII s'occupe, il feint de jouer au billard, il joue au billard, il faut bien s'occuper. Il essaie de se montrer le plus calme possible, même s'il va très souvent aux nouvelles. Il y a une nervosité extraordinaire dans les appartements du roi, vous imaginez bien. Il se lance dans plusieurs parties, mais l'arrivée de Concini se fait décidément attendre. 9h, 9h30, 10h du matin. Et bientôt, le favori se trouve avoir quelques 2 heures de retard sur son heure d'entrée habituelle. Le roi, qui pourrait légitimement se laisser gagner par la nervosité, continue de s'occuper l'esprit. Il y en a autour de lui qui sont moins calmes entre nous. Et puis, ça y est, Concini apparaît et qui a l'air de ne se douter de rien. Jean-Christian Petit-Fils, il était pommadé, poudré, enfariné, frisé et parfumé, la tête engoncée dans une large fraise blanche bien empesée, la moustache à son habitude relevée en flamme rousse sur les joues et la barbe en pointe. Il avait revêtu des hauts de chausses de velours gris foncé, un pourpoint noir brodé d'or, un manteau sombre, sur son chapeau flottaient d'élégantes plumes noires. Il tenait d'une main un bouquet et de l'autre une lettre qu'il lisait en marchant lentement. Le bouquet destiné à la reine Marie de Médicis, bien entendu. Et comme prévu, le maréchal d'Ancre pénètre sur le pont-levis qui marque donc l'entrée du Louvre en devançant sa suite. Il y a quand même beaucoup de monde avec lui, presque une centaine d'hommes, mais il est très en avant. Il se trouve donc éloigné du groupe quand la puissante porte à l'entrée du pont est close derrière lui. Donc le piège se referme. Voilà Vitry qui lance « De par le roi, je vous arrête ». Concini complètement stupéfait. D'ailleurs, c'est l'italien qui lui vient « A me », dit-il. C'est-à-dire « moi ». L'expression peut passer pour ambiguë. Est-ce qu'il demande si l'on s'adresse bien à lui ou est-ce qu'il dit « Ah mais à moi » pour appeler des renforts? C'est très difficile à savoir. Bref, on ne sait pas s'il résiste vraiment. Ce qui est certain, c'est que Vitry et ses hommes ne sont pas là pour se poser de longues questions d'interprétation de l'italien. Concini, le tout-puissant Concini, est abattu de plusieurs coups de pistolet. Il est touché au-dessus du nez, à la joue, dans le cou. Comme si ça ne suffisait pas, on lui inflige encore coup d'épée sur coup d'épée, lardé de lame. Après un court moment de confusion, la nouvelle de sa mort va se diffuser. Vous imaginez bien, ça se répand comme une traînée de poudre, cette affaire-là. Les couloirs, les galeries du Louvre, tout le monde ne parle que de ça. Les courtisans immédiatement se précipitent sous les fenêtres du roi Louis XIII. Et le voilà, le frêle roi qui a fait ouvrir une des croisées, et il a face à lui cette cour déjà qui constitue comme une petite foule, et au milieu du brouhaha, l'adolescent roi va lancer
Grand merci à vous, à cette heure, je suis roi. C'est un triomphe pour Louis XIII. Les gens l'acclament. Ils savourent tout cela avec émotion. Alors pour les 3 grands vaincus, le temps du retour de flamme est donc venu. Concini va essuyer par-delà la mort la haine de ses ennemis, puisque son corps qui avait été enseveli dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois ne va pas tarder à être déterré par la foule en colère. Les Parisiens lui font subir tous les outrages jusqu'à le dépecer, jusqu'à déguster, dit-on, son cœur rôti. Vous imaginez ? Bon appétit, chère Anissa, vous êtes en train de déjeuner, je le signale à nos auditeurs. Sa femme ne va pas lui survivre bien longtemps. Elle est arrêtée sans que la reine-mère puisse vraiment la protéger. D'ailleurs, elle ne l'a pas cherché vraiment. Le procès n'est pas loin. Comme ses crimes ne justifieraient pas une condamnation à mort, elle est accusée de sorcellerie et, allons-y, elle sera décapitée le 8 juillet 1617 en place de Grève. Quant à Marie de Médicis, me direz-vous, eh bien, elle est éloignée, entre guillemets, éloignée au château de Blois. Ça, c'est un épisode magnifique qui se prépare. D'une façon générale, on peut dire que si l'assassinat de Concino Concini marque le début du véritable règne de Louis XIII, il est aussi le début d'un conflit à rebondissement entre le jeune roi et sa mère qui voudrait toujours être jeune. Bonjour messieurs, je dis messieurs puisque donc et Michel Carmona et Jean-Christian Petit-Fils sont avec nous cet après-midi. Nous allons dans un instant revenir sur cet événement vieux de 4 siècles et des poussières. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'assassinat de Concino Concini, au cœur du règne de Louis XIII qui commence ce jour-là. Et nous allons plus loin, nous essayons de comprendre cet événement de l'histoire avec Jean-Christian Petit-Fils, c'est votre invité. Il est historien et auteur de Louis XIII, paru dans la collection Tempus chez Perrin. Comment la population réagit-elle à la mort de Concino Concini ? Il n'y a pas que la cour à se réjouir, d'après ce que j'ai compris. C'est une explosion de joie. On est aussi dans une période de guerre civile, puisque c'est la 3e révolte des Grands, qui se révoltent aussi contre Concini. Et c'est là où d'ailleurs il y a une grande ambiguïté, parce que au fond ce personnage qui est un parvenu, qui s'est hissé au niveau des Grands, plus grand que les autres Grands. Ce qu'on ne lui a pas pardonné. Ce qu'on ne lui pardonne pas. Au fond, est-ce qu'il ne représente pas, dans une certaine mesure, la défense de l'État royal contre le désordre. Et voilà. Ça, c'est toute la figure. Contre ceux qui plus tard feront la fronde. Voilà. C'est la figure ambiguë d'un personnage intermédiaire qu'on a vite évacué, qu'on appelle le favori, qui anticipe l'institution d'un Premier ministre, mais ça nous le verrons avec Richelieu, mais il y a au début du XVIIe siècle, même avant au XVIe siècle, avec les millions d'Henri III, nous avons l'apparition d'une figure politique
qui est l'homme qui s'occupe des affaires privées, des affaires publiques. Tradition plutôt florentine jusqu'alors. Oui, du reste, hein. mais aussi anglaise. Oui, anglaise, oui d'ailleurs, c'est vrai. Oui. Jacques Ier a bien sûr. Robert Carr, puis il aura Buckingham. Charles Ier aura à nouveau Buckingham comme favori. Le Philippe III aura le duc de Lerma. C'est vrai, oui. Ce ne sont pas nécessairement des mignons, ce sont des hommes qui servent de pivot pour recevoir les demandes de gratification, de pension, et en même temps, donc ils jouent un rôle d'écarter les grands. Donc c'est un rôle politique important. Puisque vous parlez, Jean-Christian Petit-Fils, de cette ambiguïté éventuelle, on a vu à plusieurs reprises Concini ressortir de chez la reine en montrant bien à tout le monde qu'il renouait ses aiguillettes. Est-ce qu'il y a eu une relation entre eux? Est-ce que c'est une chose... Absolument pas. Marie Médicis détestait Concini, elle le supportait parce que c'était le mari de son amie préférée, Leonora Dori, voilà, la Galigaï, et elle l'a comblé de bienfaits uniquement pour faire plaisir à voilà. ça. Alors c'est pour ça d'ailleurs que c'est un demi-favori, puisque en fait il n'est pas le favori de Marie de Médicis, mais tout son rôle évidemment c'est de faire croire qu'il est l'amant de la reine, qui tire toute sa puissance de l'appui qu'il a de Marie de Médicis. Mais ce que vous nous dites finalement, c'est que l'on a peut-être un peu réécrit l'histoire et que la haine universelle dont on charge généralement Concini n'est peut-être pas entièrement justifiée, que le personnage présente sans doute un certain nombre de mérites. Il y a des tentatives de réhabilitation, je pense que c'est celle d'Hélène Douchini qui avait fait un très beau travail sur Concini, montrant que finalement il y avait aussi de ce point de vue-là une anticipation de Richelieu. D'ailleurs, il va prendre Monsieur de Luçon dans son gouvernement, Barbin, Mangot. Parce qu'il était évêque de Luçon, Richelieu. Voilà, ce qu'on appellera le gouvernement Concini. Donc, il représente le pouvoir royal, absolutiste ou pré-absolutiste. Contre lequel se battra Richelieu, précisément. Seulement, c'est pas Richelieu. C'est pas Mazarin. C'est un personnage rongé d'ambition et qui ne pense qu'à lui, il ne pense pas à la France. Alors que Richelieu, Mazarin, en dépit des fortunes immenses qu'ils vont accumuler, penseront, eux, à la France. Comment est-ce que cette Galigaï et donc son mari, Concini, d'abord, ils se sont mariés quand, ces deux-là Alors, ils se sont mariés en 1601, je crois. Donc, juste avant l'arrivée de Marie de Médicis. Un petit peu après. Parce que Concini, c'est un personnage de noble famille. Un aventurier, un peu. Mais qui avait fait des études un peu en dilettante et dont son oncle s'était débarrassé en l'envoyant à la suite de Marie de Médicis. Donc, il partait en France, bon débarras. C'était un joyeux plaisant, un peu débauché. Voilà. Et lui est très intrigant. Il a vu cette femme. Alors, il n'est pas tombé amoureux de la Galigaï parce que tout le monde nous dit qu'elle était absolument horrible. On avait du mal même à soutenir son regard tellement elle était laide. En plus, elle était extrêmement nerveuse. Elle était épileptique, très probablement. D'où toutes les accusations de sorcellerie, d'avoir fréquenté le médecin juif Montaldo. Donc tout ça, ça va peser dans son procès et lui insistera beaucoup là-dessus. Donc lui va évidemment faire la cour à cette femme parce qu'il sait qu'elle est proche du pouvoir. Il est très habile. Ce sont l'un comme l'autre et dans des registres un peu différents mais complémentaires. Ce sont deux très grands ambitieux, Concini et Galigaï. Ils sont là. C'est l'argent. C'est l'argent, c'est les biens accumulés de la fortune pour repartir en Italie très riche. Je ne suis c'est le pouvoir. Je ne suis pas persuadé que Marie de Médicis ait parfaitement compris ce qui se passait, quoique nous verrons ça dans un instant. Mais comment expliquer que son mari, c'est-à-dire le roi Henri IV, ait accepté la présence de ces deux aigrefins dans l'entourage immédiat de son épouse? Il y a eu des négociations par l'intermédiaire de l'ancienne maîtresse d'Henri IV, Henriette d'Entragues. Finalement, Henri IV s'est dit, c'est pas mal, j'ai quelqu'un qui va dans l'entourage de ma femme, surveiller ma femme, surveiller son entourage. Donc il y avait un côté un peu espion. Il était du côté des Espagnols, c'était aussi un agent un peu espagnol, il renseignait l'ambassadeur de Toscane, lequel était très lié à l'Espagne. Donc il y a un rôle politique qui joue aussi.
est-ce qu'on peut dire de Marie de Médicis qu'elle était sous emprise d'une certaine manière? Est-ce que ce couple Concini-Galigai exerçait sur elle une véritable influence? D'abord, avant la mort d'Henri IV, du temps où elle est simplement... Elle est sous l'emprise de Léonora, hein. Oui. Ça c'est évident. Léonora la gouverne en fait. Oui. Alors elle est faible, elle aime le luxe, elle va aimer le pouvoir à la mort d'Henri IV, mais elle n'a pas l'esprit de décision et elle est là, cette femme, elle est là tout le temps. C'est sa dame d'atour, mais elle s'occupe de la coiffure, elle s'occupe de l'habillement, donc constamment. Il y a un peu de mépris aussi de la part de Léonora envers celle qui est censée la protéger, envers Marie, puisque lorsque, au moment du procès, on va lui poser la question, mais comment avez-vous pu acquérir une telle position auprès de la reine? Oh, dira-t-elle, par le pouvoir qu'une femme d'esprit peut acquérir sur celui d'une balourde. Oui, balourde, voilà. C'est quand même terrible. Resté, en effet, et c'est très bien dit, très bien vu. Elle est influençable et elle n'est pas très intelligente. Elle n'a pas le sens politique. D'ailleurs, elle va céder considérablement aux grands qui veulent des pensions, des gratifications. C'est pas du tout la régence de la génération d'Anne d'Autriche. Est-ce que Concini lui-même est intelligent? Est-ce qu'il se hisse au niveau de son épouse? Il est intelligent, il est souple, il est aimable, mais en même temps il a des colères terribles et il accumule non pas les biens, mais il accumule les grades, les titres. Il a des gouvernements en Picardie. Ensuite, il va s'installer en Normandie. Il va être promu maréchal de France. Donc, le roi va être obligé de l'appeler mon cousin. On est dans un schéma tout à fait étrange d'un simple parvenu qui se hisse au niveau des très grands. Ce que je vous propose dans un instant, c'est de remettre en place les éléments de cette régence de Marie de Médicis. C'est une période de l'histoire extrêmement passionnante et qui permet de comprendre bien des choses sur les évolutions qui ensuite s'épanouiront dans le cours du grand siècle. Mais c'est une période que l'on connaît relativement mal, donc nous allons essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au début du XVIIe siècle, au début du règne de Louis XIII, et vous nous avez fait vivre, Franck, en début d'émission, la vengeance de Louis XIII contre Concini, l'assassinat de Concini, et nous en parlons avec votre invité, l'historien Jean-Christian Petit-Fils. Et avec un autre invité, à qui j'ai déjà dit bonjour, Michel Carmona, qui a publié il y a quelques années maintenant une belle biographie de Marie de Médicis. Quel genre de régente était Marie de Médicis, Michel Carmona? Est-ce qu'on peut dire de cette femme qu'elle s'est révélée au pouvoir après la mort de son mari en 1610 ou est-ce qu'elle était carrément dépassée par les événements? Comment diriez-vous cela? Je pense qu'elle avait conscience d'une mission à remplir. Voilà. Quand le pape l'avait poussée à accepter la proposition de mariage avec Henri IV, il lui avait dit en substance, écoutez, votre mission, c'est maintenant d'ancrer la France dans le catholicisme, la catholicité. Henri IV, il s'est converti, déconverti, reconverti, etc. Bon, on n'a pas très bonne opinion de ses sentiments religieux, mais il passera. Il est beaucoup plus âgé que vous. Faites-lui un maximum d'enfants et qu'ils soient tous bons catholiques. Et on pensait à la régence d'une autre Médicis et au magistère qu'elle avait, c'est pas une régence d'ailleurs, mais au magistère qu'elle avait exercé sur les règnes de ses fils successifs. Oui, Catherine, bien sûr. De Médicis, bien sûr. Tout à fait. Qui, elle aussi, avait une mission qu'elle s'était donnée à elle-même. Elle n'avait pas eu besoin du pape pour ça, mais qui était de maintenir intact le royaume. Le royaume, la monarchie, contre les divisions religieuses, les entreprises des grands seigneurs, etc. Et en même temps, on a l'impression que Marie de Médicis se fatigue au pouvoir et que, sous certaines conditions, elle serait prête à lâcher un peu de lest et à voir son fils désormais majeur prendre un peu le relais des affaires. Marie de Médicis, pendant les premières années de sa régence, prend sa mission très à cœur. Oui. Elle est très combative, elle a une politique diplomatique, elle assiste au conseil, et donc elle prend des décisions, elle prend des initiatives. À partir de 1614-1615, elle considère qu'une grande partie de sa mission est déjà remplie parce qu'elle a réussi à faire ce qu'on a appelé le double mariage espagnol. Rendez-vous compte,
le petit Louis XIII est marié à l'infante Anne d'Autriche, premier mariage espagnol. Mais en même temps, parallèlement, le fils du roi d'Espagne, qui va devenir roi à son tour, épouse l'aînée des filles, la princesse Élisabeth, qui est l'aînée des filles de Marie de Médicis et de Henri IV. Double mariage espagnol. Donc avec ça, il y a peu de chances, pense-t-elle, et pense son entourage, qu'on remette en cause la paix. L'alliance avec les Habsbourg. Avec l'Église par la même occasion, parce que c'est toute la grande question religieuse. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas si loin des guerres de religion et que le travail de pacification opéré par Henri IV est très loin d'avoir, jusqu'à l'époque dont nous parlons, porté tous ses fruits. Marie de Médicis aimerait donc en quelque sorte laisser un peu son fils au pouvoir. Est-ce que Louis XIII a les capacités de régner dès ce moment-là ? Est-ce qu'à 14 ou 15 ans, c'est un jeune roi en pleine possession de ses moyens, Jean-Christian Petit-Fils? Non, on ne peut pas dire ça. Il est malade. On a beaucoup insisté sur cette maladie. Une maladie intestinale qui se transformera, semble-t-il, en maladie de Crohn, qui est une maladie terrible du point de vue des intestins, avec des symptômes terribles, des coliques, des douleurs. Il est très anxieux. Le ventre me bouffe, il dira, le ventre me bouffe. Bon, donc il souffre beaucoup. En même temps, il a une très grande conscience de la majesté royale. De sa majesté royale. Ça, c'est quelque chose de capital, je dirais presque plus que Louis XIV. Il a un sentiment d'être le très chrétien, d'avoir reçu l'onction de Reims. Il est un être à part, de par le sacre et de par, évidemment, l'hérédité. Donc, il est vraiment, il a dès la petite enfance, il l'a montré avec les bâtards d'Henri IV, il était d'une extrême violence. Et donc ce sentiment, évidemment, va se trouver exacerbé par le fait que on l'envoie jouer, même à Marie de Médicis, le sort carrément du conseil, de dire, voilà, va t'amuser, il a 14-15 ans. Donc, il est scandalisé par ça. Il est encore plus choqué de voir ce fameux Concini, qui n'est rien, qui est un parvenu arrivé dans les malles de sa mère, si je puis dire, se permettre de le toiser et de le regarder de haut. Ça doit être insupportable pour lui. Vous avez cité, Franck Ferrand, tout cet épisode du 11 novembre 1616 dans la Grande Galerie, donc qui existe toujours, enfin au moins elle était reconstruite, c'est la Galerie du Bordelot. Aujourd'hui, il y a des tableaux. Voilà. Et bien c'est là, le jeune roi il était convalescent d'une très grave crise. Il regarde la scène et puis tout d'un coup arrive Concini avec une soixantaine de gentilshommes emplumés, tous italiens, et puis qui eux-mêmes regardent la scène, et Concini ne salue pas le roi. Alors là, ça a été terrible pour Louis XIII, et il s'est dit, c'est à partir de ce moment-là que je déciderai son arrestation. Comment imaginer ce comportement chez Concini ? Quel est son but en ne saluant même pas le roi de France ? Je crois que c'est une maladresse. C'est un excès de vanité, de confiance en lui, un mépris à l'égard de Louis XIII. Il le dira à l'ambassadeur d'Espagne, je crois, en disant que c'est une nullité. C'est une nullité, Louis XIII. Donc, en fait, il n'a pas compris, en quelque sorte, qui était Louis XIII. Parce que Louis XIII est beaucoup plus fin, beaucoup plus psychologue qu'on pourrait l'imaginer, et ce n'est pas un tendre. Ce n'est pas parce il montre un certain nombre de faiblesses que pour autant, il n'est pas capable, et il le montrera tout au cours de son règne, car on a tendance à tout coller toujours sur le dos de ce pauvre Richelieu, mais Louis XIII n'est pas un tendre, on ne le dira jamais assez. Alors, est-ce que c'est lui qui donne l'ordre ou qui laisse donner l'ordre? Comment s'est passée la décision d'assassiner Concini, Michel Carmona? En fait, il laisse donner l'ordre. Il laisse entendre par son silence, par pas un hochement de tête. Il baisse la tête, vous l'avez rappelé. Lorsqu'on lui demande mais qu'est-ce qui se passe si Concini résiste, refuse de se laisser arrêter, on sera bien obligé de tirer à ce moment-là. Voilà, on sera obligé. Il ne répond pas, mais il donne son assentiment, même muet, très clairement. Alors c'est comme ça que va l'interpréter Vitry. Et Guichard d'Agent, qui est tout près, dit le roi entend qu'on le tue. Donc il verbalise le silence royal d'une certaine manière. Et Louis XIII ne dit pas le contraire, il ne dément pas. Donc il y a cet assentiment, et à partir de ce moment-là, tout le monde va le croire. Richelieu plus tard, puisque vous venez d'évoquer justement le rôle de Richelieu en rappelant que Louis XIII est toujours le roi. Et Richelieu, à certains moments,
quand il a le sentiment qu'il n'a plus la confiance de Louis XIII, se dit il est capable de me faire assassiner comme il a fait assassiner Concini. Eh oui, bien sûr. Et à partir de là, ça va avoir de tout autre, ça va prendre une résonance toute particulière. Nous revenons sur les circonstances de cet assassinat et sur ses implications également, car ce que l'on a nous tendance à oublier aujourd'hui, c'est que Louis XIII est le roi. Il est le détenteur de la justice. D'ailleurs, nous parlons depuis 2 siècles, même un peu plus. Nous parlons de l'assassinat de Concini ou de l'assassinat du duc de Guise pour parler d'Henri III. Mais à l'époque, autrefois, chez les anciens historiens parlaient de l'exécution, et nous verrons quelle nuance il faut faire dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'assassinat de Concino Concini, le favori de Marie de Médicis. Cet assassinat, c'est le début du règne de Louis XIII. C'est une émission de luxe que vous nous proposez cet après-midi avec 2 historiens. La production a les moyens. La production a les moyens, en effet. Jean-Christian Petit-Fils et Michel Carmona sont avec nous. Vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, la page Facebook. Et d'ailleurs, Jean-Marc nous demande sur Twitter avec le hashtag ACDH, peut-on faire un parallèle entre la fin de Concini et celle du duc de Guise sous Henri III? Alors, je suis fautif, c'est moi-même qui ai établi ce parallélisme il y a un instant. Je voulais simplement parler du fait que le roi ordonne d'une certaine manière ou laisse ordonner la mort d'un de ses très éminents sujets. Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Oui et non. Oui, en ce sens que le roi est maître de toute justice. Et qu'il y a 2 types de justice sous l'Ancien Régime. C'est la justice déléguée, qui est déléguée au Parlement. Et là, à ce moment-là, les parlements et les autres instances judiciaires peuvent prononcer une peine de mort, alors que quand le roi exerce la justice retenue, il peut signer une lettre de cachet, enfermer quelqu'un le reste de ses jours, mais il ne peut pas l'exécuter. Mais là, on est dans le cas du duc de Guise, et ça, c'était une affaire politique, c'est une décision politique, on était en pleine crise politique. Oui, là, il y allait de l'avenir directement du royaume. Exactement. Dans le cas de Concini, les choses sont un petit peu plus délicates, dans la mesure où Louis XIII, au départ, a ses conseillers, à Luynes, à Dejean, à Tronçon, à La Rochefoucauld, il leur a dit « je ne veux pas le tuer ». Il n'est pas question de... Alors, on peut partir, on peut s'en aller, faire une grande proclamation au sein de l'armée, on peut essayer de persuader la reine-mère en envoyant l'évêque de Carcassonne. Bon, ils ont tenté plusieurs solutions. Mais au départ, c'était pas de le tuer. Mais à partir du moment où on lui pose la question, et c'est Vitry qui va poser la question, s'il résiste, qu'est-ce qu'on fait? Et là, s'il résiste, il devient un rebelle au roi. Donc c'est un crime de lèse-majesté. Et là, Guichard Desjean dit, le roi... Donc à ce moment-là, Louis XIII, même à ce moment-là, ne donne pas son assentiment formel, mais qui ne dit mot consent, évidemment. Oui. Donc il consent à cette exécution qui n'est pas un assassinat du point de vue du droit de l'Ancien Régime. Il faut toujours faire la part de ce qui a pu être réécrit après coup, mais on a l'impression, notamment dans la nervosité dissimulée qu'il manifeste pendant les fameuses parties de billard, en attendant l'exécution, qu'il attend la mort qu'il attend cette libération. Il attend l'arrestation. Au départ, il s'agissait de l'arrêter, de le mener à la Bastille. Enfin, on n'a rien fait pour l'arrêter, puisqu'on l'a littéralement assassiné à bout portant. C'est Vitry aussi qui avait peur de son entourage, qui s'est dit, si jamais il y a eu la résistance, et qu'il semble que Concini ait porté la main à son épée, à la garde de son épée. C'est tout. Et aussitôt, on a considéré que c'était un acte de rébellion. Un réflexe. Voilà, à moi, et aussitôt, il met la main, et donc on le tue. Mais l'idée, c'était quand même de lui faire son procès. On le met à la Bastille, on fait son procès devant le Parlement. C'était au départ l'idée de primitive. Évidemment, les exécutants n'ont pas interprété cette... Louis XIII apparaît donc, j'allais dire au balcon, pas tout à fait, mais quasiment, il apparaît à une fenêtre du premier étage, là où se trouve son appartement, sur une des cours du Louvre. La petite foule qui s'est assemblée là, l'acclame, etc. Enfin, dit-il, je suis roi. Bon, c'est quand même une libération, c'est un avènement, quelque part. Juste une petite parenthèse, on peut voir aujourd'hui l'endroit exact où
Concini a été tué, puisque quand on descend dans les sous-sols du Louvre, autour du grand donjon, on voit les piliers d'accès, et c'est là, sur le petit pont. C'était l'ancienne forteresse du Louvre, de ce côté-là, en tout cas, c'était encore... Nous savons exactement où a eu lieu cette exécution. Vous avez tout à fait raison, Jean-Christian Petit-Fils, de souligner que ce n'était pas du tout le Louvre que nous connaissons aujourd'hui, avec la cour carrée entièrement finie, avec la grande colonnade de Perrault, etc. Tout ça n'existait pas. On était encore, en tout cas du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois, avec l'ancienne façade en grande partie médiévale, et puis cet accès donc par un pont-levis. Tout a été d'Autruche ou de l'Autriche. Et il y avait en effet deux enceintes, une première dont on a fermé les portes. Vous l'avez pas. Donc il s'est retrouvé coincé comme dans une nasse. Exactement. Si tout ça n'est pas cousu de fil blanc, quand même, est-ce que Louis XIII a été transformé lui-même? On dit que l'onction du sacre à Reims transformait les rois profondément dans leur psychologie intime. Est-ce que après celle du sacre, l'onction du sang, si je puis dire, a transformé Louis XIII? Alors, en tout cas, sur le moment, il exulte de joie, il monte sur une table, enfin je suis roi, ben voilà, il voit Monsieur de Luçon qui arrive, Monsieur de Luçon, vous me tiendrez plus dans votre tyrannie. Et alors là, c'est la catastrophe pour Richelieu, puisque c'est... Qui se dit, ça y est, je suis perdu. Il va passer sa vie à penser qu'il est perdu, le pauvre homme. Et il va passer aussi les années suivantes pour essayer de revenir au pouvoir par l'intermédiaire de Marie. Alors, justement, que fait-on de la reine Marie à ce moment-là? Donc, on a bien compris que l'épouse, celle qui est au cœur de toute cette affaire, la Galigaille, va être jugée, qu'on l'accuse de sorcellerie parce que c'est le seul moyen de la faire périr, et qu'on va la faire périr. D'ailleurs, elle se comportera remarquablement jusqu'à l'échafaud, il faut le dire. Hein. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, elle sera persuadée d'avoir un ordre de libération, d'une grâce du roi. On lui a même fait croire à cette grâce. Et la malheureuse, quand évidemment elle voit la lame qui va lui trancher l'épée de justice, eh bien, elle est affolée. Oui. En effet, et là, il faut dire quand même que lui n'a joué un rôle très trouble. C'est un personnage assez singulier. On a voulu aussi le réhabiliter. Là, lui aussi sera une sorte de favori, au sens politique du terme. Avant le ministère de Richelieu. Avant que Richelieu ne prenne vraiment les choses en main, c'est 1624, ça. C'est ça, il entre au conseil en 1624. Donc pendant 6 ans, un peu plus de 6 ans, c'est Luynes qui va en quelque sorte gouverner? Oui et non, parce qu'en fait, lui, il n'est qu'un simple courtier, il va transmettre les demandes des courtisans, là, mais c'est pas une tête politique, évidemment. Bon, c'est vrai que Victor Cousin a essayé de réhabiliter Luynes, il y a eu aussi des travaux américains assez récents qui ont voulu réhabiliter Luynes. Moi, je trouve que c'est un personnage qui est assez discrédité, et donc il ne mérite pas une trop grande réhabilitation. Et alors la reine-mère, parce que maintenant quand on dit la reine c'est Anne d'Autriche, mais moi je parle de Marie de Médicis bien sûr. Comment réagit-elle à l'annonce de la mort du maréchal d'Ancre? Elle a compris que c'est son pouvoir quand même qui est en cause. Elle a compris que son fils prenait le pouvoir. Oui. Elle abandonne immédiatement d'ailleurs le Galigaille, son ami, que se débrouille, c'est pas mon affaire, qu'on la prévienne. Et puis elle va être exilée par Louis XIII. Alors Louis XIII a un respect pour sa mère, parce que il a le devoir envers sa mère, il a un sentiment très chrétien aussi, mais en même temps, elle c'est une mère ingrate, elle préférait évidemment Gaston, elle s'est jamais occupée de lui, et donc elle va être envoyée en exil, pas maltraitée, au château de Blois, d'où elle s'évadera un petit peu plus tard, avec l'aide du duc d'Épernon. On aurait pu, Michel Carmona, imaginer que Marie de Médicis disparaissait de la scène de l'histoire. Pas du tout. On n'a pas fini de la voir en 1617. Hein. Non, on n'a pas fini parce qu'elle va à Blois malcontente. Oui. Elle fait des lettres qu'elle publie. Elle explique qu'à Blois, elle est dans une espèce de prison. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Hein. C'est une prison très dorée, on va dire. Une prison très dorée. Elle a donné pendant qu'elle y séjournait pas mal de fêtes, de réceptions, etc. Mais c'est vrai qu'elle était toujours accompagnée. Mais oui, on ne la laisse pas seule, bien entendu. On ne la laisse pas seule. Elle finira par s'évader, il faut raconter cette histoire. Alors de façon très rocambolesque, romanesque, oui. Elle fait le mur, littéralement. Cela se passe en mars 1619, donc presque deux ans après qu'elle ait été expédiée à Blois. Elle est de mèche avec un grand personnage, le duc d'Épernon,
Et elle fait le mur, oui, elle descend Elle se sur sauve de une nuit, terrasse. enfin c'est une histoire comme une évadée, quoi, littéralement. Elle trébuche un moment, dit « je ne continuerai pas la descente avec vos échelles ». Donc on la roule dans un manteau, on la descend au bout d'une corde. Elle est corpulente, mais quand on arrive dans les fossés, elle se tient droite. Elle trouve ça peut-être pas si mal. Une âme d'aventurière, cette Marie de Médicis. Merci beaucoup Michel Carmona. Je rappelle que votre Marie de Médicis est publié au Grand Livre du Mois. Merci Jean-Christian Petit-Fils. Votre Louis XIII est évidemment publié chez Perrin. Il est reparu dans la collection Tempus.